Donc sur le reporting, rapidement, donc vas-y, passe la slide. Je vais vous rappeler juste le contexte plus global de la loi de devoir de vigilance parce qu'il y a quand même, il n'y a pas que la loi de devoir de vigilance en matière de responsabilité des entreprises et des droits humains. Alors, donc on assiste et les entreprises le savent bien, à un renforcement des législations. J'en ai mis que 3 aujourd'hui, mais ça me paraît être c'est les plus récentes en tout cas et les plus significatives. Donc il y a la directive du Parlement européen de 2014 qui qui renforce le reporting extra-financier. Donc c'est en fait le reporting, c'est le fait de rendre public dans des rapports annuels ou autres, la façon dont les entreprises gèrent les exigences RSE en général et droits humains en particulier. Et donc la directive européenne est passée en 2014, elle a été transposée cet été en France. Et donc dès l'exercice prochain, les entreprises françaises devront faire une déclaration de performance extra-financière. Ça remplace l'ancien article 225 sur la manière dont ils intègrent. Alors c'est plus large que la loi de vigilance parce que c'est environnement, corruption, information sociale, sociétale, etc. Et donc les entreprises vont devoir produire, les entreprises de plus de 500 salariés vont devoir produire qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière où elles décrivent, on va en parler plus tard, les processus qu'elles mettent en place pour s'assurer qu'elles respectent les référentiels RSE. Je vais revenir après sur le contenu. Donc ça c'est européen et ça doit être transposé dans tous les pays européens. On a le UK Modern Slavery Act de 2015. Donc ça c'est une obligation véritablement de reporting. Les entreprises ont une obligation de reporting et non de faire entre guillemets. Donc en théorie elles peuvent très bien dire qu'elles ne font rien, mais ce qu'elles ont l'obligation de faire c'est d'être transparentes sur leurs actions. Et donc, c'est une loi anglaise, mais qui touche toutes les entreprises qui ont une activité commerciale au UK, donc potentiellement des entreprises étrangères, sous réserve d'un chiffre d'affaires 36 millions de livres de mémoire. Et elles ont l'obligation de rendre compte des politiques, des processus de due diligence, des actions de formation, de tout ce qu'elles mettent en œuvre pour s'assurer qu'il n'y a pas de travail forcé dans leurs activités, bien évidemment, mais surtout dans leur supply chain et dans toute la supply chain sans référence à question de rang ou de type de relation commerciale. Et enfin, la loi sur le devoir de vigilance. Alors, je pense que ça a été dit dans le premier webinaire, il y a une initiative équivalente au UK Modern Slavery Act en Australie, portée par le gouvernement. Donc, l'Australie adopterait aussi une obligation de reporting toujours sur le travail forcé. Je crois qu'il y en a qui ont de l'étendre. Et sur la loi de devoir de vigilance, donc la première obligation, c'est bien évidemment de mettre en place un processus de vigilance, mais elle demande aussi de rendre public ce plan de vigilance et auprès des parties prenantes. Et je vais développer exactement comment. À noter que toutes les lois qui se développent, que ce soit le règlement européen ou il y a une initiative aussi aux Pays-Bas sur le travail des enfants, donc ça serait un équivalent français, mais que sur le travail des enfants. Toutes les lois qui demandent à mettre en place des processus de diligence demandent à l'entreprise aussi d'en rendre compte de manière publique. Et ça rejoint aussi, et je vais accélérer vu le temps, les référentiels internationaux et notamment les référentiels de Ruggie. Donc ça, c'est un extrait. Le processus de diligence raisonnable implique pour l'entreprise de rendre compte de manière publique de la façon dont elle prévient et remédie aux incidents sur les droits de l'homme. Donc il y a le côté, vous voyez, communication, mais on en a bien parlé tout à l'heure. Et le côté rapport formalisé, si vous voulez, le côté un petit peu officiel. Oui. Alors, rapidement, juste, j'ai repris un peu ces différentes lois et l'objectif de reporting. Donc, c'est vraiment un objectif premier de transparence. L'entreprise doit être transparente sur comment elle gère ses incidences en matière de RSE. Au début, c'était aussi beaucoup tourné vers les investisseurs et les consommateurs. Alors, les consommateurs, donc c'est relatif aux des produits. On voit tous les scandales qu'il y a eu, etc.
Et c'est l'idée qu'ils doivent pouvoir choisir vers quelle entreprise ils vont au regard de pratiques responsables ou non de l'entreprise, enfin, en tout cas qu'ils jugent responsables ou non. Et aujourd'hui, quand on regarde aussi bien les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme que le UK Modern Slavery Act, il y a vraiment, c'est plus seulement que les investisseurs et les consommateurs, c'est vraiment toutes les parties de l'entreprise. C'est l'idée que pour que l'entreprise, on ait confiance dans l'entreprise, que les parties potentiellement affectées, donc autour des sites, etc., puissent avoir confiance, oui, c'est ça, une idée de confiance dans l'entreprise, il est nécessaire que celle-ci soit transparente et rende compte de manière intelligible et de manière adéquate sur comment elle s'assure finalement que les impacts de ces activités ne portent pas atteinte de manière négative à quiconque ou à l'environnement. Et la bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle, et on parlait tout à l'heure du fait que les entreprises avaient dit la question qu'il y avait peut-être beaucoup d'exigences de reporting pour les entreprises. Aujourd'hui, tout converge vers la notion de vigilance. Sur la directive européenne sur le reporting extra-financier, le UK Modern Slavery Act, la loi sur le devoir de vigilance. Aujourd'hui, ce qu'on attend des entreprises, c'est vraiment qu'elles communiquent sur comment elles ont identifié leurs risques et comment elles font pour gérer les risques qu'on appelle majeurs, les risques saillants pour elles au regard de leurs activités. Ensuite, je voulais aussi insister sur le fait donc il y a un objectif de transparence, mais qu'aujourd'hui, les rapports publics que les entreprises produisent sont la base de l'évaluation de leur performance en matière de droits de l'homme. On sait tous qu'il peut y avoir des décalages dans un sens comme dans un autre entre ce qui est vraiment fait dans l'entreprise et ce qui est communiqué, qui est rendu public. Mais aujourd'hui, c'est utilisé déjà par les fonds d'investissement responsables, les agences de notation extra-financière se basent sur les données publiques. Alors, il y a des échanges avec les entreprises internes, mais au final, la première chose qu'elles demandent, c'est est-ce que ça a été publié, est-ce que c'est public. Et c'est une sorte d'idée de dire que si l'entreprise le publie, c'est que finalement c'est vrai et c'est crédible et qu'elle se sent à même de le publier. Je vous ai mis en haut à droite des classements qui sortent. Alors, c'est pas français, mais c'est des classements publics, des notations des entreprises qui sont faites en matière de droits humains, notamment, qui sont faites par rapport à ce qui a été publié. Donc, les entreprises sont véritablement jugées et évaluées. Les pratiques des entreprises sont jugées et évaluées par rapport en général, c'est par rapport aux référentiels internationaux, ce qu'on attend, et c'est évidemment tout basé sur le devoir de vigilance, sur le processus de vigilance. Donc, on a le Corporate Human Rights Benchmark qui vise à noter les 500 plus grosses entreprises internationales. Aujourd'hui, ils ont fait 3 secteurs, donc je vous encourage à aller voir. Et la méthodologie est immense, peut-être 150 pages. Voilà, mais ça peut aussi donner des idées sur ce qu'on attend. Ce qu'on attend en matière de vigilance, mais ce qu'on attend aussi, du coup, en matière de reporting. Après, il y a des classements plus sectoriels. Donc, il y a par exemple Ranking Digital Rights qui est sur les entreprises de secteur de télécommunications et sur la façon dont elles protègent les droits liés à la vie privée, liberté d'expression liée aux nouvelles technologies. Et Behind the Brands qui est plus sur les entreprises alimentaires. Et donc, allez-y, c'est vraiment très instructif parce qu'il y a donc c'est des codes couleurs et tout de suite, et ne serait-ce que pour la façon dont l'entreprise analyse comment elle est vue, et encore une fois, il peut vraiment y avoir un décalage entre ce qui est fait et ce qui est communiqué, d'où l'importance de bien communiquer. C'est assez révélateur. Et enfin, je vous ai mis là donc des espèces d'analyses qui sont, il y a eu beaucoup d'analyses des reporting, des statements faits après en application du UK Modern Slavery Act, parce que c'est quand même une loi récente et innovante entre guillemets qui demande donc reporting sur le travail forcé. Donc il y a tout un registre de tous les statements et donc vraiment ils sont regardés de manière attentive par les parties prenantes, par vos parties prenantes, par les parties prenantes de l'entreprise pour juger de leur qualité et derrière la qualité, bien évidemment, c'est des pratiques qui sont évaluées. Et parce que quand on dit un reporting est de mauvaise qualité, ça veut dire qu'il ne répond pas. Donc il y a les exigences de la loi, c'est vrai, mais qu'il ne répond pas à ce qu'on attend pour ce que les entreprises disent. Et donc est-ce que c'est parce qu'elles n'ont rien derrière ou parce qu'elles communiquent mal c'est finalement les conséquences à tirer de l'analyse du reporting, c'est que finalement les entreprises ne font pas ce qu'elles devraient faire.
Idem pour Shift. Alors, je vous laisserai aller voir. Ils ont une espèce de matrice de maturité sur jusqu'où doit aller l'entreprise avec du faible, reporting faible à reporting. Alors, plus précisément sur la loi française sur le devoir de vigilance. Donc, j'ai repris ce qu'elle disait au niveau des reporting. Donc, c'est assez lapidaire. Hein. Enfin, c'est lapidaire. C'est une obligation de rendre compte du plan et du compte rendu de sa mise en œuvre dans le rapport prévu à l'article du Code de commerce, qui est en fait le rapport de gestion des entreprises. Je vous rappelle que la loi s'applique aux grandes entreprises françaises et donc il y a aussi un décalage avec la directive extra-financière qui, elle, s'applique aux entreprises de plus de 500 salariés. Donc, il y a des entreprises qui vont être concernées par les deux. Et du reste, le décret de transposition de la directive prévoit que le plan de vigilance peut être utilisé dans le cadre de la déclaration de la performance extra-financière. Ceci étant dit que le reporting demandé au titre de la directive est beaucoup plus large que celui demandé au titre du plan de vigilance, puisque c'est toutes les relations entre la supply chain. Juste pour faire, il y a un décalage d'application au niveau du reporting sur les informations à publier. Le plan de vigilance, il doit être mis en œuvre dès maintenant par l'entreprise et communiqué sur le rapport de gestion qui parle de l'exercice en cours de la loi. En général, pour être pratique, les entreprises ont des exercices financiers jusqu'au 31 décembre. Donc, elles ont une obligation de publier dans leur rapport qui paraît en début d'année 2018 sur l'exercice 2017, le plan de vigilance. Je dis le plus souvent parce que si ça vous intéresse, il y a Pernod Ricard qui, eux, avait un exercice qui finissait en avril ou non, en septembre ou en août et qui a déjà publié dans son rapport, dans son document de référence, son plan de vigilance. Donc, vous pouvez aller voir, c'est un exemple. Donc, voici pour le plan de vigilance. Donc, c'est le premier exercice de reporting pour les entreprises. Et le deuxième exercice de reporting, c'est le compte rendu, le plan de vigilance, bien sûr, à reprendre, et surtout le compte rendu de sa mise en œuvre effective, qui là a été décalé d'un an, d'un exercice. Et donc, dès l'année 2019, le plus souvent, les entreprises vont devoir rendre compte du plan et du compte rendu de sa mise en œuvre effective. Et ce, pour tous les documents de annuel, ce sera un exercice annuel pour les entreprises qui pourront d'ailleurs, qui devront montrer leur démarche de progrès dans l'application et le déploiement du plan. J'ai rajouté, je pense que c'est important concernant cette loi, je ne sais pas si vous l'avez vu, si c'est la semaine prochaine, mais les parties prenantes, toute personne qui peut justifier d'un intérêt à agir, ont la possibilité de mettre en demeure l'entreprise. J'interromps 2 secondes. On met direction et j'ai trop de distance. Merci Florence. Pardon. Donc, je disais, oui, les parties prenantes de l'entreprise, les personnes qui ont un intérêt à agir peuvent mettre en demeure de l'entreprise si elle considère qu'elle n'a pas, si elle n'a pas publié le plan, ça c'est une évidence, mais si elle considère que le plan qui a été publié n'est pas adéquat. Et ce, en l'absence de tout dommage. C'est vraiment lié à l'obligation dite de prévention, qui est l'obligation propre de la société mère de mettre en œuvre un plan de vigilance. Du coup, ce qui va se passer, c'est que le reporting, la façon dont les entreprises vont communiquer, servira de base, les informations communiquées serviront de base pour juger de l'efficacité ou non du plan, de la bonne effectivité du plan, etc. Et donc, finalement, la manière de rendre compte sera utilisée comme moyen de contrôle de bonne application de la loi par les parties prenantes. Et ce qui est donc nécessaire, et donc les entreprises doivent être particulièrement vigilantes à la façon dont elles communiquent et surtout donner les bonnes informations pour montrer, et je vais en parler après, la crédibilité de leur plan et le fait qu'elles aient bien compris leur processus. Donc c'est ce que je dis pour l'entreprise. Alors là, je vais parler plus du plan de vigilance. Vu toutes les attentes qu'il y a et vu ce que je viens d'écrire, le contexte, l'entreprise doit, à mon sens, utiliser le reporting pour rendre compte véritablement, et elle doit être très vigilante à choisir les informations, à communiquer de telle manière à ce qu'elle puisse rendre compte de l'effectivité de sa démarche, plan de vigilance,
et de la rendre crédible aux yeux des parties prenantes. Alors pas par rapport à ce que les parties prenantes, si bien sûr par rapport à ce que les parties prenantes attendent, mais plutôt par rapport au fait que il faut arriver à montrer que la démarche de vigilance a été faite par rapport aux attentes des référentiels internationaux, aux attentes légales, aux attentes qu'elles respectent bien l'objectif qui est, je le répète, protéger les risques pour les personnes et l'environnement. Communiquer sur les risques pour l'entreprise, ce n'est pas la bonne façon, à mon sens, d'aborder le reporting du plan de vigilance. Il faut communiquer sur comment, et c'est tout le principe du plan de vigilance, comment les processus mis en place permettent l'objectif final de protéger les personnes et l'environnement qui pourraient être atteintes par les activités de l'entreprise. Le reporting peut aussi être utilisé, doit aussi être utilisé comme une preuve de l'engagement de l'entreprise. Et je dis ça, c'est par rapport au pilotage, par rapport au suivi du plan, par rapport au suivi de la démarche, montrer que c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans l'entreprise et qui est pris en compte au plus haut niveau. Et ensuite, et ça c'est plutôt sur le compte rendu de la démarche effective, la démarche de vigilance est une démarche de progrès, est une démarche d'amélioration continue, est aussi une démarche de priorisation par rapport, encore une fois, aux personnes et à l'environnement et non par rapport aux exigences internes de l'entreprise. Et donc, le reporting devrait être utilisé comme preuve de la démarche de progrès de l'entreprise. Ça nécessite bien évidemment, mais ça la loi le demande, des dispositifs de suivi, de mesure et d'évaluation de la performance des mesures prises en interne. Quand je dis des mesures prises, c'est aussi bien la façon de cartographier les risques, le mécanisme d'alerte, que les véritables politiques de gestion des risques. Et comment rendre compte des progrès en externe mais en interne, il n'y a pas de dispositif adéquat de suivi. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et le fait de rendre compte de la démarche demande des objectifs, mais c'est des questions internes et externes du reste. Des objectifs et des indicateurs. J'insiste et je vais revenir après sur le fait que les indicateurs, c'est difficile d'avoir des indicateurs a priori, des indicateurs tout faits qui peuvent être utilisés par tout le monde. Les indicateurs, si on veut rendre compte d'une démarche crédible, sont liés aux enjeux identifiés et aux processus mis en place pour les gérer. Et donc il y a sûrement un effort d'indicateur fait maison à faire par l'entreprise pour s'assurer que le plan est efficace déjà, mais aussi pour pouvoir en rendre compte de manière appropriée. Alors, sur le contenu exact du reporting, encore une fois, tant qu'on n'a pas les premiers plans ou la façon dont les entreprises interprètent ou les jugent, on peut faire des suppositions, mais on a quand même des indications. Donc, la loi française, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle prévoit la publicité du plan et du compte rendu de sa mise en œuvre effective. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'elle détaille les mesures du plan, les 5 mesures du plan, donc je pense qu'il vous ont défini avant. Donc on peut penser quand même qu'à minima, sur le contenu du reporting du plan de vigilance, il faut détailler ce qui a été pris en regard des 5 mesures citées par la loi. La transposition de la directive extra-financière, donc, qui impose aux entreprises une déclaration de performance extra-financière, est un peu plus précise. Donc là, il y a vraiment les principaux risques liés à l'activité de la société ou de l'ensemble. Encore une fois, c'est les risques pour les personnes et l'environnement, et non les risques réputationnels, légaux, financiers qui pèsent sur l'entreprise. Donc, description des principaux, hein, c'est vraiment les risques majeurs. On vous demande pas autant on vous demande d'identifier tous les risques pour pouvoir les juger, enfin pour pouvoir les évaluer et considérer et trouver vos risques principaux dans votre entreprise. Autant on ne demande pas d'avoir une liste à l'après-vert de tous les risques qui ont été identifiés. C'est pas le sens de la vigilance. Le sens de la vigilance, c'est vraiment les risques majeurs et les enjeux saillants pour l'entreprise. Selon les activités de l'entreprise, plus précisément. Ensuite, description des politiques appliquées par la société. Ça, c'est les mesures de gestion des risques avec les processus de diligence raisonnable. Donc, c'est tout ce qui est évaluation régulière, les processus mis en place, les actions de formation, les engagements, les politiques, tout ce qui est action, et vous en avez parlé, de maîtrise de risque. Et ensuite, les résultats de ces
politiques. Alors les résultats de ces politiques, ça peut inclure deux choses. Ça inclut le fait que le processus est bien déployé dans l'entreprise, donc je sais pas moi le nombre de projets qui ont été évalués au regard de critères de droits humains, mais ça implique aussi les résultats au sens le fond, je vais dire le fond, oui, enfin s'il y a un incident par exemple, c'est comment il a été traité, enfin ça peut être des détails très poussés, et c'est là où les entreprises aujourd'hui ne communiquent pas assez ou très ponctuellement sur des sujets très spécifiques, et ça dépend aussi des secteurs. Alors là, je vous ai mis, donc je vais pas développer, mais c'est vraiment pour le premier exercice de reporting, quels pourraient être les éléments que l'entreprise pourrait donner comme exemple, devrait donner comme exemple. Ça va plus loin que les simples exigences de la loi, puisque de toute façon la loi et je l'ai dit sur le contenu du reporting, il faut rendre compte du plan. Et c'est basé sur l'interprétation qui est faite notamment des principes directeurs des Nations Unies et sur ce qu'on attend, ce que les parties prenantes, mais les experts, si je puis dire, du sujet, attendent dans le reporting des entreprises. J'ai différencié par rapport aux différents éléments du plan de vigilance, puisque c'est plus simple au niveau communication quand même. Et pour ce qui concerne les dispositifs de suivi et d'évaluation de la performance, pour moi, ça doit être des choses qui sont intégrées à chaque mesure, en fait. Donc, je les mets finalement dans chaque étape du plan. Il faut penser systématiquement à décrire comment la mesure est suivie pour, encore une fois, rendre compte de sa crédibilité. Une mesure qui n'est pas suivie, qui n'est pas évaluée, elle est peut-être très bonne, ça n'empêche qu'elle n'est pas, elle n'apparaît pas comme, à mon sens, crédible. Et ensuite, j'ai mis des outils, je me dépêche. Donc, je pense que c'est très intéressant d'aller voir le guide d'application de la guidance du UK Modern Slavery Act. Donc, c'est une guidance faite par le gouvernement pour l'application de la loi et spécifique à l'obligation de reporting des entreprises. Le statement, donc le paragraphe 5.2, je suis désolée, c'est en anglais, mais je ne voulais pas traduire. C'est bon en anglais, bref. Ça, c'est ce que demande le statement. Et dans cette guidance, donc dans l'annexe E, il y a vraiment des exemples de bonnes pratiques et il y a des exemples d'éléments à produire pour chaque item A, B, C, D, E, F. Donc ça peut être vraiment très intéressant. C'est que sur le travail forcé, mais c'est pas grave. C'est centré sur une démarche de vigilance pertinente pour l'entreprise. Donc ça peut être étendu sans difficulté à tous les sujets. Et en bas, vous avez le lien vers je vous ai dit, il y a une espèce de registre de banque de données de tous les statements qui sont parus au titre de UK Modern Slavery Act. Et des guidance et aussi la façon dont les parties prenantes regardent et analysent ces rapports. Le deuxième outil, ça a été un produit élaboré par Shift, donc c'est un guide très complet aussi, hein, si on prend les 150 pages, sur la façon dont les entreprises peuvent rendre compte précisément de manière publique sur les principes directeurs des Nations Unies. Et donc, on l'a traduit en français, enfin, l'Association Entreprises pour les droits de l'homme l'a traduit en français, donc vous avez le lien en bas, ça peut vous intéresser. Juste pour partir sur la partie B, donc définir classe de reporting, c'est en fait eux ce qu'ils appellent les enjeux saillants, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ne demandent pas de rendre compte de tous les enjeux possibles et inimaginables de l'entreprise, mais bien les enjeux qui ont été identifiés comme saillants pour l'entreprise. Et finalement, les éléments demandés sont comment ils ont été identifiés, bien évidemment pour savoir si l'identification a été crédible, et après de reporter que sur les mesures prises pour gérer ces enjeux saillants. Voilà, et alors après, sur la question des indicateurs et la façon dont on peut rendre compte des marges de progrès.
Honnêtement, je vous ai mis les indicateurs GRI liés aux droits humains parce que c'est les seuls globaux et puis ils sont utilisés depuis assez longtemps et ils sont utilisés par les entreprises les plus avancées. Donc, quand je dis indicateurs, c'est que c'est des indicateurs quantitatifs. Hein. Les outils que je vous ai dit après, et il faut allier, notamment pour montrer les progrès, des indicateurs quantitatifs, pour montrer la performance. En revanche, le reporting est aussi beaucoup basé sur les indicateurs qualitatifs. Et c'est les deux guides que je vous ai mis avant, c'est plutôt sur la description des activités des politiques, c'est plutôt en matière qualitative. Et donc, si on revient aux indicateurs GRI, donc vous voyez la liste des indicateurs possibles. Donc, il y a des indicateurs liés à des processus, donc liés je sais pas moi, au nombre de personnes, au nombre de projets qui ont été identifiés, qui ont été criblés en matière de droits humains. Voilà, au nombre de fournisseurs qui ont été évalués ou audités en matière de droits humains. Donc, c'est plutôt lié à des processus. Et ça serait vraiment, si on doit faire une comparaison à comment le plan de vigilance a été déployé, comment les risques sont véritablement identifiés et gérés au niveau global, si je puis dire. Et ensuite, il y a des indicateurs liés à des enjeux, travail des enfants, travail forcé. Donc là, ça dépend véritablement des entreprises, ça dépend véritablement des secteurs, et ça serait plus lié à des indicateurs liés à ce que la loi demande en type action adaptée de maîtrise des risques. Cependant, ces indicateurs existent, ils sont utilisés, ils sont bien, et je crois qu'il y a un travail en cours au niveau de la GRI pour réadapter cependant, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas l'entreprise ne peut pas se contenter si elle le fait très bien, d'utiliser ces indicateurs pour considérer qu'elle rend compte de manière adéquate de son plan de vigilance, parce que il est nécessaire à un moment donné que ce soit des indicateurs réfléchis, pensés et spécifiques véritablement aux enjeux et à la politique des entreprises. Et il y a un exercice de définition d'indicateurs à faire en interne pour les entreprises. Et je finirai par ça, et je dirais aussi que moi je crois profondément que le reporting doit être, l'exercice de reporting qui est de plus en plus exigeant, doit être utilisé par l'entreprise comme aussi un exercice de pilotage en interne, et vraiment se poser la question de savoir ce qu'on est prêt à rendre public et comment on va le rendre public, et la démarche de progrès doit guider aussi le travail interne, et aussi bien de sensibilisation que de communication auprès des collaborateurs chargés de mettre en place des plans de vigilance, des filiales ou des fournisseurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Alors nous avons pas mal de questions. Aurédola, je te redonne la parole. Je suis pas sûre qu'Aurédola... Ah si. Oui, Joël. Aurédola, si tu veux retirer certaines des questions qui étaient posées. Joël, tu l'as ou pas? Allô? Vous me recevez? Oui. Est-ce que vous me recevez? Joël? On t'entend très bien, Aurédola. Tu peux poser les questions. Si ça te va. Allô? Aurédola, on t'entend, mais peut-être tu n'as pas mis les haut-parleurs. Oh, d'accord. D'accord, ok, c'est bon. Merci Charlotte pour cette brillante présentation. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est vu que tu as parlé des indicateurs. Alors, oui. Aurédola, peut-être... oui, là, tu as parlé du reporting RSE. Charlotte? Quand on voit dans l'ensemble, on pense que le reporting est exclusivement réservé aux multinationales. Est-ce que les PME ou les PMI peuvent mettre en place le reporting RSE? Étant donné qu'ils n'ont pas une grande capacité, un grand pouvoir comme
les multinationales. Alors, Aurélia, est-ce que tu peux répéter parce que moi je n'ai pas bien compris. Il y a une petite coupure. Peut-être parler un peu plus loin du micro, en effet. D'accord. Je disais, suivant l'intervention de Madame Charlotte, on a l'impression que le reporting RSE est uniquement réservé aux multinationales. Est-ce que les PME, les moyennes petites entreprises ou les moyennes petites industries peuvent mettre en place le reporting RSE? Alors vas-y, oui, est-ce que c'est réservé aux multinationales? Oui, alors je n'ai pas très bien entendu, mais oui. Alors, donc, les exigences légales sont réservées alors la loi de devoir de finance, donc c'est les grosses entreprises, et la loi, les reporting extra-financiers, c'est la directive, en tout cas, je reparle pour celle que je connais, parce que je sais qu'il y a des reporting. Étant donné que les PME n'ont pas les moyens nécessaires, suffisants, comme les multinationales. Je ne suis pas assez calée là-dessus, mais c'est réservé aux grosses entreprises. Pour autant, si les PME entre guillemets veulent se lancer dans le reporting RSE, ce que je peux dire, c'est que comme je l'ai dit, comme le reporting doit être centré sur les démarches de vigilance, il sera centré, mais limité. Et je dis que ça sert à rien de faire de reporter sur tous les sujets, notamment pour les PME. Identifier ses propres enjeux permettra à l'entreprise, et souvent, honnêtement, j'ai tendance à considérer moi qu'ils sont peut-être pas appelés RSE droit humain, mais ils sont traités d'une manière ou d'une autre parce que c'est vraiment des enjeux opérationnels liés à l'activité de l'entreprise. Et d'autant plus pour les PME qui sont fournisseurs, ils ont déjà des attentes de la part de leurs clients ou notamment des grands groupes pour mettre en place des démarches dites de vigilance, alors bien évidemment spécifiques à leur enjeu, spécifiques à leurs activités, spécifiques à leur pays. Enfin, ça ne sert à rien de mettre en place un accord global s'il y a une activité que dans un pays. Enfin, c'est un peu du bon sens et c'est la raisonnabilité. Donc voilà, moi j'ai tendance à considérer que plus les PME, si elles veulent aussi rendre compte de leur démarche, et ça sera toujours bien vu et utilisé aussi dans le cadre de l'application du devoir de vigilance comme gage de crédibilité, de volonté d'amélioration, etc., par les grands donneurs d'ordre et par leurs clients. J'avais une autre question. J'ai vu, alors juste pour revenir sur la question sur les exigences de reporting, est-ce que ça devient trop lourd pour les entreprises? Les entreprises voient-elles comme une approche positive, identification et prévention des risques, ou plutôt comme une nouvelle obligation administrative? Alors, je ne peux pas parler à la place des entreprises. Ce que je sais, c'est que, comme je l'ai dit, les exigences de reporting, certes, sont plus nombreuses, mais elles vont vraiment, vraiment toutes dans le même sens de la vigilance et de l'identification des risques et de la gestion des risques. Donc, c'est plutôt à mon sens, une bonne nouvelle. Avant, par exemple, dans la loi française, on avait une liste de 40 items, je ne sais plus combien, 42 items de mémoire à traiter. Donc, les entreprises faisaient un exercice un peu artificiel de vouloir absolument mettre des trucs sur les différents items. Aujourd'hui, les entreprises responsables peuvent rendre compte doivent rendre compte véritablement que des enjeux pour lesquels qu'elles ont identifiés comme à risque. Et donc, elles démarchent, elles font et elles savent qu'elles de toute façon elles doivent les gérer. Donc, moi, je trouve que on va plutôt vers un sens d'harmonisation et d'uniformisation de ce qu'on attend, même si effectivement il y a plus de lois et d'obligations légales. Et alors, la dernière question, c'était l'ENA. Il y avait l'ENA et il y avait AFSA du Maroc qui demandait, il y avait quelqu'un d'autre qui posait la même question. Lorsque la maison mère a déjà fait la démarche, la filiale doit-elle également procéder à l'évaluation locale? Moi, je pense qu'il faut que les analyses de risque doivent être faites au niveau le plus local possible. Donc,
C'est pas quand je vous dis, c'est une question d'effectivité de la démarche. C'est pas vraiment les enjeux sont opérationnels et les actions. Et je vais citer l'exemple de Vinci. On a parlé de l'accord. Ils ont fait un accord au Qatar récemment, donc spécifique au Qatar avec leur JV, donc spécifique en fait à l'amélioration des protections du chantier au Qatar. C'est une approche vraiment très opérationnelle dans le but d'apporter des réponses spécifiques. Le travail forcé au Qatar n'est pas le même que le travail forcé en Malaisie ou autre. Donc il y a un moment où pour que la démarche soit efficace, pour que l'entreprise identifie de manière appropriée les risques, je pense que les évaluations doivent être faites au niveau effectivement le plus local possible, au niveau des sites, avant chaque projet, au niveau pour identifier les risques et après pouvoir définir, je sais pas moi, des audits fournisseurs. Et alors Léna, compte tenu de la gravité des divers impacts sur les droits de l'homme et sur l'environnement, que pourraient identifier les entreprises? Pourriez-vous nous rappeler les critères qui peuvent être utilisés pour prioriser les... Alors, là je me référerai au principe directeur des Nations Unies et au principe directeur de l'OCDE. Une fois que des enjeux que l'entreprise a identifié et de manière assez complète quels impacts négatifs ces activités peuvent avoir, il est évident qu'il faut les prioriser et donc définir les enjeux saillants, presque pour des questions de savoir par où commencer, de ressources, de moyens, puis d'utilité de la démarche. Et pour définir ces enjeux saillants, il faut utiliser le critère de ce qu'on appelle sévérité, la gravité. L'idée est de dire qu'on commence par les activités qui sont le plus à risque d'avoir des impacts qui touchent beaucoup de personnes, qui ont des conséquences dites irrémédiables, ça veut dire l'atteinte à l'intégrité physique par exemple, irrémédiable, une pollution de grande ampleur. C'est vraiment le critère de sévérité. Et encore une fois, c'est pas sévérité pour l'entreprise, c'est pas le montant de l'amende, c'est pas le nombre de plaintes qu'il y aura, c'est des sévérités pour les personnes et pour l'environnement. Donc on dit que c'est nombre de personnes potentiellement touchées, et la question d'irrémédiabilité. Voilà, maintenant moi je trouve ça assez difficile de dire que parce qu'il n'y a qu'une personne potentiellement touchée, on ne le traite pas. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est en fonction de... Alors on sait que les droits de l'homme sont tous d'égale importance, mais par exemple toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne doit en France être priorisée. Tout risque bien évidemment, mais c'est lié de travail forcé, travail des enfants, sur les droits fondamentaux des travailleurs, tout risque en matière environnementale, de pollution de grande échelle, d'atteinte irrémédiable aux conditions de vie des populations à côté, de ressources, de eau potable, mais il n'y a pas enfin, c'est des critères qui doivent être encore, il y a encore un effort de méthodologie de transposition dans l'entreprise. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Léna. Alors, merci Charlotte. Aurédola, donc il est 12h32. Je peux te proposer de conclure le